Et honnêtement, cet exercice-là a vraiment changé beaucoup de choses puis c'est un exercice tout simple, mais qui a changé vraiment beaucoup de choses dans comment je percevais la socialisation, mais aussi comment je l'intégrais dans mes exercices de socialisation, tout simplement. Euh, Génial. Ah oui, parfait. Super pour l'enregistrement. Merci, Andréane. Voilà, super. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Maëlie Richard, je suis technicienne en santé animale. J'ai gradué en 2015 et j'ai travaillé en clinique vétérinaire de 2015 à 2024. J'ai aussi travaillé en centre d'urgence pendant un petit peu plus qu'un an. Euh, Puis, j'ai adoré vraiment ce métier-là. Je suis aussi éducatrice canine. J'ai gradué en 2018 à The Academy for Dog Trainer, qui est une formation offerte aux États-Unis par Jean Donaldson. Je me suis aussi rapidement impliquée auprès de l'organisme Chiot Nordique, pardon, qui est un organisme à but non lucratif. On se déplace dans les communautés autochtones du Québec pour pouvoir stériliser les animaux, mais aussi faire des cliniques de vaccination et ainsi aider à la santé publique, tout simplement, hein. Donc, oui, on veut aider les chiens, mais si on peut aider les humains, c'est vraiment encore mieux. J'ai aussi formé plusieurs professionnels du domaine canin dans le terme de la santé animale, donc dans les refuges de ma région. Et évidemment, j'ai un intérêt marqué pour la santé animale, la science, les races, comme je vous ai mentionné tantôt, la génétique, ainsi que la chasse avec les chiens. Donc, on ne la voit pas beaucoup sur la photo, mais le petit setter anglais qui est juste ici, sur mes épaules derrière moi, c'est ma petite Tréma, qui est une petite setter anglais de lignée britannique. Donc, vous savez maintenant presque tout de moi. Donc, on va pouvoir débuter pour la théorie d'aujourd'hui. Avant de débuter, si vous avez assisté aux conférences des derniers jours, vous savez qu'il y a des concours, il y a des économies à faire aussi. Donc, présentement, on est en plein Boxing Day. Donc, toute notre plateforme de cours en ligne est en promotion de 30 à 50 d'économie sur tout, même le programme plein gaz pour propulser votre entreprise canine si vous êtes professionnel du domaine canin. Aujourd'hui, si vous avez assisté aux dernières conférences, bien, vous savez qu'on fait tirer l'accès à un de nos cours gratuits qui est en lien avec la conférence du jour. Aujourd'hui, on fait tirer parmi toutes les personnes qui participent. Donc, vous devez être présent aussi à la fin pour pouvoir récupérer votre prix. Donc, on veut les personnes qui vont être présentes aujourd'hui vont avoir la chance de remporter une trousse pour chiots. Donc, c'est quoi les trousses? C'est des cours qui incluent 3 cours pour vous permettre d'aller plus loin avec votre chien, mais aussi 10 sessions de coaching en direct avec nos intervenantes en comportement canin. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions, avoir du matériel supplémentaire. C'est vraiment un des cours les plus populaires, mais surtout les plus complets, surtout dans une optique que vous avez des chiots. Mais si vous êtes professionnel du domaine canin, ça peut vous donner aussi beaucoup d'idées sur quoi apporter peut-être dans différentes situations, différentes consultations. Donc, la personne gagnante va être annoncée à la toute fin et doit être présente pour récupérer son prix, évidemment. Si vous l'avez acheté entre-temps, donc à partir du moment que je vous parle d'ici la fin, eh bien, on va vous la rembourser si vous la remportez. Voilà. Oups, j'ai passé trop droit. Ici, ensuite, on a un autre concours parce que notre but est de vous gâter aussi, mais de propager la bonne nouvelle, étant donné que c'est les conférences du temps des fêtes, c'est d'une valeur de plus de 737 donc l'équivalent de plus de pratiquement 500 euros. Donc, ça vaut vraiment la peine de partager la bonne nouvelle et aussi éduquer le plus de gens possible. Donc, on veut permettre à vos connaissances d'obtenir des conférences gratuites. Donc, c'est super simple. Vous pouvez, avec votre téléphone cellulaire, scanner le code QR juste ici pour partager l'événement sur Instagram. Si vous préférez Facebook, vous pouvez le faire juste ici. C'est bien important de nous identifier pour qu'on puisse voir que vous avez partagé les conférences et parmi toutes les personnes qui auront participé, vous pouvez participer plus d'une fois par jour. Vous allez courir la chance de remporter un certificat cadeau d'une valeur de plus de 1000 euros de 1000 dollars, pardon, donc 667 euros approximativement sur notre plateforme de cours en ligne. C'est non négligeable. Tout ça pour des simples partages, ça vaut vraiment la peine. Donc, si vous avez assisté à différentes conférences que j'ai données par le passé, vous savez que je vais répondre à vos questions. Par contre, je vais leur répondre à la toute fin, simplement parce que ça devient difficile pour moi de me concentrer en lisant le chat, en donnant la matière.
je vais m'égarer et la conférence va durer probablement 6 heures. Donc, on ne veut pas ça. Donc, ce que la socialisation n'est pas. On va commencer par ce point-là en tout premier, à l'aide de définitions. Tout simplement parce que, oui, on veut des définitions pour comprendre le principe, mais je trouve quand même que c'est important de ne pas toujours tomber dans le panneau. Donc, en s'assurant que, on comprend ce qui n'est pas la socialisation, après, c'est plus facile de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, la définition d'habituation, OK? Parce que souvent, dans les différents milieux, par exemple, quand j'étais en clinique vétérinaire, ben, je voyais des clients de toutes sortes. Donc, il y avait des gens que c'était leur premier chiot, il y avait des clients que c'était des chiens, que c'était des humains qui avaient des chiens depuis plusieurs générations et ainsi de suite. Donc, on avait aussi plusieurs types de mentalités et la fameuse mentalité de, ben, tu as juste à l'apporter partout. OK? Donc, ça, on a su avec le temps que ce n'était pas de la socialisation, mais beaucoup plus de l'habituation. OK? Habituation, ce serait de dire, ben, si ton chien a peur des autres chiens, mets-le dans une situation dans laquelle peut-être qu'il est bien ou qu'il n'est pas bien et il va finir par s'habituer. L'habituation, c'est un principe qui est très primitif. OK? C'est un processus d'apprentissage dans lequel il va s'habituer, bon, ça le dit, à un stimulus répétitif non menaçant. Ça, c'est la réelle habituation parce que ça existe, c'est sain et on peut s'en servir dans le domaine canin, de l'habituation à proprement parler. Ça va permettre au système nerveux de mettre en sourdine tout ce qui est non pertinent pour l'individu ou selon le contexte. OK? Donc, grâce à l'habituation, l'individu va être en mesure d'oublier tout le reste et de se concentrer sur un potentiel danger réel. OK? Parce que tout le reste, présentement, ben, votre animal en fait fi, donc il va pouvoir se concentrer sur ce qui fonctionne vraiment. Par exemple, ceux qui me connaissent ou ceux qui me voyaient présentement au travers de votre caméra, vous voyez que mes cheveux sont très longs, donc je les ai attachés pour ne pas les avoir bon, partout dans le visage quand je parle, ce qui fait en sorte que c'est excessivement lourd. OK? Donc, ça exerce une pression sur ma tête. Au moment où est-ce que j'attache mes cheveux, je m'en rends compte, puis je suis comme, ouf, c'est très lourd. Mais avec le temps, étant donné que je donne la conférence présentement et que pour moi, c'est quelque chose de plus important, ben, j'ai oublié complètement le fait que ça tire complètement le poids vers l'arrière. Donc, c'est de l'habituation. Ça me permet vraiment de me concentrer sur l'essentiel sans nécessairement toujours penser à ce qui se passe derrière moi. OK? C'est aussi un principe qui est super important dans l'évolution parce que ça permet d'optimiser le temps d'apprentissage. Et dans l'évolution, dans toute la chaîne de vivant, c'est ultra important pour un individu, un être vivant en général, d'être capable d'optimiser son temps. Et là, quand on parle d'optimisation du temps, c'est pas de faire des journées le plus productives possible nécessairement. C'est vraiment plus d'être capable quand on est un animal, puis on est aussi un petit peu comme ça, c'est vraiment d'être capable de faire des apprentissages rapides sur ce qui doit être appris rapidement. Par exemple, si vous êtes un chien, mais ce qui va être important de comprendre rapidement, ben, c'est de décoder le langage canin. Ça va être d'être capable de telle odeur nous permet de trouver de la nourriture. Telle odeur est un potentiel danger. Donc, ces situations-là vont permettre à l'animal de passer moins de temps sur l'apprentissage et être capable de passer plus vite aux prochaines choses. Sans l'habituation, il faudrait qu'il apprenne tout ce qui se trouve dans le monde, tout ce qui capte son attention et ça deviendrait excessivement long. Pardon. Donc, l'habituation, c'est vraiment une bonne chose qui est nécessaire dans le but d'apprendre rapidement certaines choses. Mais c'est pas, ça se fait pas nécessairement dans toutes les conditions. Il va y avoir des conditions qui vont être vraiment favorables à l'habituation. Par exemple, ça doit être quelque chose qui va être de faible à moyenne intensité. OK? Ça peut pas être trop intense ou trop douloureux. Présentement, moi, je vous parlais de mes cheveux qui sont attachés. Est-ce que c'est intense et douloureux? Non, ça ne me fait pas de douleur d'avoir les cheveux attachés. Oui, ça exerce une certaine tension sur ma tête, mais ça ne me fait pas de douleur. Je ne suis pas en train de dire, ouch, j'ai vraiment mal et ça me procure quelque chose de douloureux. Pas du tout. C'est une exposition qui est répétée sans conséquences importantes. Donc, au fil des expositions, l'animal n'a pas nécessairement vécu quelque chose d'aversif, d'agréable ou de désagréable en lien avec ça. Il a simplement vécu, puis ben, il continue de vivre sa vie. OK? Un petit peu comme certaines roches dans nos souliers. OK? On veut aussi avoir un stimulus qui est relativement prévisible. OK? Puis là, par prévisible, je ne veux pas dire que, il le sait que ça va arriver nécessairement, mais que notre système, quand on fait fi de cette chose-là, c'est quelque chose de constant.
OK? Donc, c'est quelque chose qui est stable. Par exemple, un bruit d'horloge ou le bruit de la laveuse. On va partir le lave-linge, puis là, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Au début, ça nous agace un petit peu, puis après un certain temps, ben, on l'oublie. Pourquoi? Parce que c'est là, c'est stable, c'est la même force, ça vient pas avec des pics super intenses de bruit très fort, pas du tout. C'est vraiment toujours intense. Toujours à la même intensité, pardon. Et on n'aura pas d'association avec une émotion forte. OK? Donc, si on a un animal qui a certaines aversions au bruit fort, ben, on pourra avoir, par exemple, des chiens qui vont réagir au début plus rapidement, OK? Au bruit du lave-linge, si c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu. Ils pourraient trouver ça un petit peu inquiétant, mais au fil du temps, parce que c'est constant, puis parce que, bon, ça ne fait pas de peur vivre à l'animal, il va être capable de s'habituer. Donc, l'habituation, c'est un processus connu et qui aide les individus dans l'évolution, tout simplement. La socialisation, ce n'est pas non plus de la sensibilisation. OK? J'ai déjà, J'ai déjà eu un client à la clinique vétérinaire qui nous mentionnait que lui, il sensibilisait ses chiots à tout. J'ai quand même trouvé ça assez drôle parce que ben, je me disais que clairement, il n'y avait peut-être pas la même définition que moi sur ce qu'était la sensibilisation. Mais en fait, puis je pense que son intention était très bonne, mais il avait simplement utilisé le mauvais terme. Donc, la sensibilisation, par définition, c'est quand on va exposer un individu à un stimulus qui va augmenter sa réponse émotionnelle au lieu de la diminuer. Donc, le chien devient de plus en plus réactif potentiellement à ce stimulus. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Bien, ça dépend. Ça dépend de la raison et de qu'est-ce que l'animal va en découler à la fin de tout ça. Pourquoi ça va arriver? Ben, c'est quand souvent le stimulus va être trop intense. Fait que si, par exemple, on reprend l'exemple avec le chien du bruit du lave-linge, mais que quelqu'un oublie sa poignée de monnaie dans ses poches et que quand ça part à tourner, mais là, ça fait un énorme vacarme au même moment que le chiot passe devant la porte de la salle de lavage. Ben là, ça pourrait être un stimulus qui est beaucoup plus intense que juste le bruit de la laveuse. Donc, le bruit du lave-linge ne le dérange pas, mais là, oups, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et l'exposition peut être trop longue ou dans un mauvais contexte. OK? Ça aussi, ça peut venir créer du stress, étant donné que l'animal pourrait ne pas avoir la possibilité de s'y soustraire. Parce que, bon, les chiens ont les oreilles vraiment mieux développées que nous. Donc, ils vont entendre le bruit, ils vont tenter de se tasser, de gagner de l'espace, mais il est dans la même maison. Ça peut continuer de lui procurer beaucoup de stress. OK? Donc, le chiot ici vit un inconfort ou un manque de contrôle. Donc, on pourrait avoir, par exemple, un animal qui n'a pas la possibilité de se retirer à 100% ou n'a pas la possibilité de faire diminuer cette sensation-là qui, pour lui, et ça c'est important, qui pour lui est désagréable. Parce que pour la majorité des chiens, peut-être que ça sera absolument rien. Mais quand on a un chiot dans une phase sensible, bien, ça peut venir l'affecter beaucoup plus que ce qu'on le pense. Donc, un des points clés à comprendre, c'est que c'est un risque majeur de mauvaise socialisation et d'exposition. Il faut faire attention parce que ça peut être bien dans certains contextes. Par exemple, on pourrait avoir un chiot qui va comprendre que s'il s'approche trop proche de la gamelle de l'autre chien, qui lui monte les dents à plusieurs reprises, ben qu'il va se faire mordre. Mais ça, on pourrait voir ça comme de la sensibilisation parce que l'exposition à un stimulus augmente la réponse émotionnelle au lieu de la diminuer. Mais au final, dans la survie de l'individu, ben, ça lui a servi. Donc, c'est pas quelque chose nécessairement qui est négatif parce qu'il va comprendre de ne plus se mettre dans cette situation-là et il va être de plus en plus prudent. Et un individu qui n'est pas prudent du tout, ben, c'est un individu qui malheureusement pourrait ne pas se rendre au but ultime de la vie, qui est de se reproduire et passer ses gènes, et pourrait en venir qu'à tout simplement se faire blesser, être malade, tomber dans des panneaux, et ainsi de suite, ce qui est très incompatible avec le fait de passer ses gènes au prochain. Parce que si on se fait blesser puis qu'on perd beaucoup de temps à la guérison, ben au final, l'animal ne sera pas nécessairement optimal en termes de réussite de passage de gènes. Maintenant, l'exposition. C'est quelque chose qu'on voit énormément dans un contexte de socialisation. Par définition, c'est le simple fait de rencontrer un stimulus. OK? Ça parle aucunement de création d'émotions, que ce soit positive ou négative. Ça n'a aucune garantie non plus parce que le cerveau va juste enregistrer l'émotion et ce que l'expérience va lui apporter plus que juste l'expérience en soi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'animal va se rappeler que, par exemple, je suis allée chez le vétérinaire, puis
vous allez chez le vétérinaire juste pour prendre le premier rendez-vous et le peser. Donc, vous entrez dans la clinique vétérinaire. Là, le chiot n'est pas super certain, c'est des odeurs différentes, l'environnement différent, mais vous avez avec vous des récompenses ou son repas. Il est super content de manger ses récompenses, il rencontre des nouveaux humains, vous le pesez et vous retournez à la maison. Eh bien, dans cette situation-là, le chiot a vécu quelque chose émotionnellement qui était plaisant pour lui. Il a aimé ça y aller parce qu'il y avait plein de choses qui, pour lui, pour cet individu-là, étaient payantes. Donc, on va avoir un individu qui va s'en souvenir les prochaines fois parce que, ah, je suis venu ici, mais c'était vraiment plaisant. OK? Versus, je suis venu ici, puis c'était complètement neutre. Bien là, si c'était complètement neutre, dépendamment des individus, on pourrait avoir un individu qui est beaucoup plus optimiste, que lui va être content quand même. Donc là, en tête, j'ai le typique Labrador chocolat de 4 mois, qui est super extravagant, extraverti, il est content de voir tout le monde, content de prendre toutes les odeurs. Mais on pourrait avoir à l'inverse, par exemple, un chien un petit peu plus réservé, moins extraverti, moins optimiste que lui, étant donné qu'il n'avait pas eu une belle expérience avant, même si c'était neutre, ben la seconde expérience va être la même chose. Donc, il ne se souviendra pas qu'il est venu à cet endroit-là parce qu'il n'y avait pas eu d'émotion nécessairement ultra positive. Oui, il va avoir le rappel des odeurs et tout, mais son émotion va rester stable. Donc, on parle ici d'exposition. On prend l'animal, on le met dans un contexte et advienne que pourra. Eh bien, dans ces situations-là, on ne peut pas s'assurer de création de réponses émotionnelles conditionnées. Peut-être, s'il se passe quelque chose de vraiment désagréable, qu'il va y avoir une réponse émotionnelle conditionnée négative, mais peut-être que si c'est vraiment agréable, il va y avoir développement d'une réponse émotionnelle positive. Donc, la sensibilisation et l'exposition, c'est des risques majeurs de mauvaise socialisation et d'exposition. On a parlé juste avant de l'objectif de la socialisation et de tout ce qui est évolution. OK? Puis j'en ai parlé un petit peu brièvement quand je vous ai dit que ça coûtait cher pour l'individu ou que ça pouvait être dangereux dans une optique d'évolution. Eh bien, c'est important de comprendre que dans la nature, l'animal doit reconnaître, premièrement, les membres de son espèce. Il doit être capable d'interpréter correctement aussi les signaux des autres, donc des membres de son espèce, distinguer ce qui est menaçant pour lui, sa survie ou sa santé, versus ce qui n'est pas menaçant, parce que imaginez si on est un individu qui vit un stress à tout et rien, eh bien, il y a énormément d'énergie qui est dépensée pour la mauvaise chose. Je vous explique, on en a parlé si vous étiez là à la conférence sur le rappel. Je vous ai fait une petite aparté sur, par exemple, les chiens qui courent après les animaux de la faune à l'extérieur. À quel point ça peut être dommageable pour ces animaux-là, même si votre chien ne l'attrapera jamais, simplement parce qu'il dépense énormément d'énergie pour se sauver d'un potentiel prédateur, qui au final, un chien domestique ne devrait pas être un prédateur naturel pour du gibier sauvage. Donc, va dépenser énormément d'énergie pour se sauver d'une situation qui ne devrait pas prendre son attention dans la vraie vie. OK? Donc, on pourrait avoir un chien ici qui dépense de l'énergie dans des menaces toujours constamment parce que lui, génétiquement, ou parce qu'il y a eu un manque de socialisation, perçoit des menaces partout. Mais pendant qu'il est dans son mode survie de je dois me sauver de la voiture qui passe, la poubelle me fait vraiment peur, je vais être un petit peu apeuré de ça, j'ai un autre congénère, je ne vais pas m'approcher. Mais pendant que ce chien-là est en mode survie constamment, il n'est pas en train de dépenser son énergie à faire des choses payantes pour son évolution. En plus de dépenser énormément d'énergie, bien, il ne sera pas nécessairement capable de faire les bonnes associations, ce qui fait en sorte qu'on pourrait avoir un chien qui se fatigue psychologiquement et qui, malheureusement, bien, avec le temps, peut développer des problèmes de comportement qui sont beaucoup plus grands que un simple stress, OK? Puis aussi développer des problèmes de santé associés à un cortisol constamment élevé. Aussi, l'animal dans la nature doit aussi apprendre les règles du groupe, OK? Donc, être en mesure de s'adapter aux individus avec lesquels il vit, parce que constamment, ou sinon de défier les règles des autres chiens ou des humains, ben c'est encore une fois un petit peu la même chose là, de dépenser son énergie sur les mauvaises choses. Donc, le fait de ne pas être capable de s'adapter à l'environnement l'entourant, ben, c'est un manque d'adaptabilité et malheureusement, ça peut nuire en termes d'évolution. Et aussi développer des comportements justement adaptatifs, donc d'être capable de s'adapter selon ce que l'environnement lui présente, puis d'être capable d'avoir une certaine
plasticité face à ça, donc être capable de s'adapter à ce qu'il a devant lui. OK? Donc, les chiots qui socialisent bien communiquent mieux entre eux, OK? Donc, ils vont avoir une meilleure communication parce qu'ils vont avoir appris à être capables de bouger puis de jouer un petit peu avec leur environnement et s'adapter à cet environnement-là. Donc, c'est des chiens qui peuvent être plus optimistes, essayer des choses, mieux rebondir quand ils vont vivre des situations plus stressantes parce que malheureusement, le stress fait partie de la vie. Donc, est-ce que de les mettre dans des bulles de verre va les rendre plus résilients? Au contraire, c'est important qu'ils vivent des situations stressantes en étant capables de s'en sortir et de résoudre le conflit. Les chiens, justement, qui socialisent bien vont éviter mieux les conflits. Donc, on va avoir moins de bagarres. Qui dit moins de bagarres dit, encore une fois, moins d'énergie dépensée à faire quelque chose qui aurait pu être évité. Donc, généralement, ce qu'on aime dans un contexte de socialisation et résilience, adaptabilité, c'est d'avoir un individu qui oui, peut, par exemple, démontrer certains comportements, démontrer des comportements agressifs dans certaines situations, sans nécessairement généraliser et, par exemple, de se battre avec tous les chiens qu'il voit. Parce qu'imaginez-vous, dans la vraie vie, pour un individu, si les humains n'existaient pas et que cet individu-là ne faisait que se battre avec tous les individus, il finirait blessé, il finirait à dépenser son énergie pour se battre au lieu de se nourrir ou de passer ses gènes. Donc, encore une fois, pour un individu, c'est beaucoup plus payant, pardon, d'être capable de s'adapter à ce qu'il y a devant lui. Ils vont survivre encore mieux et plus longtemps, idéalement. Mais ça, c'est surtout dans un contexte de vie, je vais dire, sans humain, OK? Mais ça peut impacter de toute façon avec ou sans humain. Et ils vont se reproduire davantage parce qu'ils sont capables de s'adapter à l'environnement, encore une fois, et ils vont dépenser moins leur énergie à simplement survivre et dépenser plus d'énergie à faire ce qui est bon pour l'espèce. C'est pourquoi les humains, comme chez les chiens, on possède une période sensible, strictement programmée biologiquement. OK? La fameuse période de socialisation, c'est parce que c'est nécessaire pour faire certains apprentissages dans une courte période de temps pour ensuite se concentrer sur tout le côté passage de gènes et potentiellement reproduction. C'est pas pour rien que la socialisation est en début de vie et qu'ensuite vient la maturité sexuelle et tout ce qui s'y trame. C'est simplement parce que après avoir vécu plein de choses, l'animal va être en mesure de les mettre en place pour ensuite être capable de passer ses gènes. OK? Si il le fait de la bonne façon. Euh, voilà. Donc, je vous ai parlé de qu'est-ce que c'était maintenant la socialisation. La définition, c'est un processus biologique, émotionnel et cognitif par lequel le système nerveux du chiot va apprendre certaines choses. Premièrement, qu'est-ce qui est sécuritaire? Qu'est-ce qui, dans un environnement rempli d'imprévus, peut me servir à ma sécurité? OK, ça, c'est super important parce que si on n'a pas la notion de ce qu'est la sécurité, comment je vais pouvoir me retirer de certaines situations? Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais comprendre que cette situation-là peut être nuisible pour moi si je ne sais pas ce qui est sécuritaire? OK? Donc, ça, c'est ultra important et je vais en reparler tantôt. Ensuite, on va vouloir que l'animal, en fait, l'animal va comprendre comment interagir adéquatement avec son environnement. Donc, par exemple, une voiture qui roule, est-ce que je vais courir devant? Généralement, non. L'animal va avoir une tendance, et là, c'est sûr que je ne parle pas dans un contexte où il court après sa balle ou son ballon, qui a une vision tunnel et qui est dans une séquence de prédation, évidemment. Mais généralement, par défaut, les animaux vont comprendre que quelque chose d'énorme, gros et bruyant qui passe à côté de moi, bon, là, j'exclus les bergers qui pourraient vouloir contrôler le mouvement, mais généralement vont avoir tendance à se tasser naturellement parce que c'est gros, ça fait du bruit. Peut-être que ça pourrait nuire à ma santé ou à ma survie. OK? Comment réagir aussi selon la nouveauté? Donc, est-ce que je dois avoir peur de tout ce qui est nouveau ou au contraire, je suis un individu super optimiste et je vais aller voir tout ce qui est nouveau en risquant peut-être de me faire, par exemple, lancer quelques poils, lancer quelques coups de patte de chat sur le bout de mon nez. Donc, pendant ce temps-là, l'animal va renforcer, créer et éliminer des connexions neuronales dans son cerveau à très grande vitesse. Parce que c'est une question de semaines, OK? Dans ces semaines-là, il se passe tellement de choses pour l'individu, tout va extrêmement vite
Et il va y avoir des liens qui vont se faire, parfois bien malgré nous. Donc, on ne voudrait pas, par exemple, qu'il y ait peur de telle situation, mais finalement, soit que les choses se sont passées trop vite et que ça a été fait un petit peu à la presse. Donc, le chien a fait une mauvaise association. Est-ce que c'est foutu à tout jamais? Pas toujours. On est capable de faire de l'entraînement. C'est juste que au lieu que ça s'apprenne par défaut, bien justement, on va devoir faire un entraînement potentiel préalable à cet événement-là. Tandis que dans la socialisation, ce qui est vraiment génial, c'est que c'est pas de l'entraînement, c'est que ça se fait un petit peu tout seul, à condition de le faire de la bonne façon, mais surtout en s'adaptant à l'individu qu'on a devant nous. Au niveau de l'amygdale aussi, ça va permettre davantage l'exploration et la protection. Ce que je veux dire par là, c'est que les chiots d'un certain âge vont, dans la période de socialisation, avoir tendance à prendre beaucoup de devant. OK? Donc, on les met par terre dans un nouvel environnement. Ils voient des jambes, c'est leur humain. Ils vont suivre leur humain sans trop se poser de questions. Ils vont rester proches, c'est leur figure d'attachement. Ils vont aller voir un petit peu ce qui se passe autour. Mais c'est pas comme des chiens adolescents qui vont justement être de moins en moins à proximité de leur humain et vouloir gagner beaucoup plus dans l'environnement, vouloir s'éloigner, tout ça. Ça, c'est vraiment plus dans la période d'adolescence qu'on va voir ces comportements-là d'exploration augmenter qui sont quand même présents dans la période de socialisation, mais dans la période de socialisation, les chiots vont avoir beaucoup plus de d'autopréservation et vont avoir tendance à être un petit peu plus prudents que les chiens adolescents. Les chiens adolescents vont avoir beaucoup moins de prudence et heureusement que c'est fait comme ça parce que ça va permettre à nos chiens adolescents, oui, de prendre plus de risques, mais en étant dans une plasticité neuronale moins fragile. Donc, ils vont prendre des risques en étant plus solides sur des bases. Donc, ils vont être capables de faire la part des choses d'une certaine façon. Petite gorgée d'eau. Donc, les critères pour que le cerveau de votre animal enregistre positivement une expérience, OK? Parce que, encore une fois, c'est pas juste de dire j'ai pris mon chiot, je l'ai apporté dans des boutiques pour animaux, il a vu plein de gens parce qu'ils sont venus à la maison pendant la période des fêtes. C'est pas ça du tout, OK? Il y a certains critères à respecter. Premièrement, ça doit être un stimulus qui est adapté au niveau du chiot. Si votre chien sort de chez l'éleveur et que malheureusement, c'était le seul chiot de sa portée, ben, de le prendre et de l'apporter dans une classe remplie de chiots peut être un événement très stressant pour lui. OK? Donc, ça serait un stimulus qui ne serait pas adapté au niveau de votre chiot actuel. Ensuite, on veut des situations dans lesquelles c'est une intensité faible à modérée. On ne veut pas des situations où c'est vraiment des contextes qui sont très bruyants, très stressants, très lumineux ou très dans les extrêmes. On veut vraiment aller dans une intensité qui est faible à modérée. Ou bien, si vous avez, par exemple, une situation dans laquelle votre chiot semble parfaitement à l'aise, donnez-lui des pauses, OK? Juste parce que pour un cerveau en plein développement, qui est en train d'effacer certaines choses, en créer d'autres, apprendre d'autres choses, ça peut être très énergivore, puis ça peut faire en sorte que sans le vouloir, malheureusement, pour le chien, ça devient exténuant. Et ce qui est exténuant, ça se pourrait que votre chien, dans son système, ça dise non, cette situation-là m'a demandé beaucoup trop d'énergie, j'ai dépensé trop d'énergie à rester simplement en vie dans ce contexte-là. Donc, pour moi, c'est une situation désagréable, ce qu'on ne veut pas. Donc, est-ce qu'on évite tout ce qui est un peu plus intense? Si votre chiot est optimiste, qu'il prend bien la nourriture, que vous êtes son repère, que vous connaissez bien son langage corporel, vous pouvez vous permettre de faire vivre des situations un petit peu plus éclatantes, mais en étant toujours à l'affût de ses signes, mais aussi en lui permettant de pouvoir s'en retirer. Et s'il n'a pas tendance à le faire par lui-même, mais de lui imposer certains retours au calme ou certaines pauses à l'extérieur. Justement, c'est le prochain point, une option d'évitement ou d'ajustement. Donc, vous le mettez dans une nouvelle situation et vous vous dites, par exemple, dans votre tête, je vais l'apporter, rencontrer un nouveau chien que je connais, que je sais que c'est un chien qui est super gentil. Il ne va pas nécessairement jouer avec lui, puis c'est vraiment correct. On veut pas, la socialisation, c'est pas de jouer avec les chiens, c'est juste d'être capable de savoir que les autres individus existent et c'est correct. Euh, mais par exemple, si votre chiot va se cacher pardon, sous un meuble, mais là, on veut pouvoir le laisser s'ajuster. Est-ce que l'autre chien va comprendre son signal? Peut-être pas. Donc, c'est à vous de mettre la main à la pâte et de vous impliquer. Donc, de dire, par exemple, OK, là, mon chiot est caché sous tel
endroit dans l'environnement, je vais aller rediriger le grand chien pour donner de l'espace. Qu'est-ce qui se passe avec mon chiot? Est-ce qu'il sort automatiquement, revient me voir et recommence à jouer ou au contraire, il veut complètement s'en aller? Bien là, c'est sûr que ça va être important de vous ajuster, retirer la situation ou de vous dire, par exemple, bien, quand le gros chien vient pourchasser mon petit chien, mon chiot, il a peur, donc on va faire en sorte de peut-être maintenir le plus grand chien en laisse pour essayer de le rediriger plus facilement au besoin et que le chiot n'ait plus à se mettre dans cette situation-là où il devrait escalader pour se faire comprendre. Mais le but est d'éviter ces escalades-là, ces extrêmes là, quand on fait des situations avec un chiot, parce qu'on veut l'éviter le plus possible de devoir se rendre à bout à chaque fois et devoir tout le temps poser ses limites. On veut qu'il soit capable de se faire comprendre plus doucement dans un environnement où les autres chiens le comprennent aussi. Une progression qui est graduelle, ça vient un petit peu avec le fait d'être capable de s'éviter et de s'ajuster, mais on le voit sur un plus long terme, donc d'essayer de commencer par des choses super simples, simplement sortir à l'extérieur où il y a de la vie pour éventuellement apporter ça dans une situation qui est un petit peu plus pointue, notamment dans une boutique pour animaux. OK? Donc, le fait de juste aller dehors dans un stationnement, c'est l'extérieur, il y a différentes odeurs, il y a beaucoup plus de possibilités de fuite. Le prendre, l'apporter à l'intérieur, entre quatre murs, dans une boutique où il peut y avoir plein de gens, plein de chiens. Les gens qui sont à cet endroit-là, malheureusement, ne sont pas toujours formés en comportement et peuvent faire vivre des situations désagréables à votre chien. Ça m'est arrivé dans une boutique pour animaux avec un chiot, mon chiot en socialisation. La dame s'est penchée et a pris mon chiot dans ses bras et s'est mis à la cajoler. J'ai arrêté tout ça, là. Donc, ça peut être des choses qui sont malheureusement très rapides et qui ne sont pas une progression qui est graduelle. C'est très intense pour un animal de vivre ces émotions-là. Ensuite, on veut s'assurer que l'animal a une émotion globale neutre ou positive. Donc, je ne veux pas toujours que ce soit incroyablement fou et la plus belle journée de toute sa vie, parce que la réalité, c'est que c'est pas ça. OK? C'est un peu comme dire que à chaque fois que votre chien voit des chiens, donc dans vos promenades, dans vos sorties, il va les rencontrer. Parce qu'on veut qu'il rencontre le plus de chiens possible. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que rendu à peut-être 6, 7, 8, 12 mois, on va lui demander d'ignorer ses congénères, mais là, pendant 4 mois, dans sa période sensible, on lui apprend qu'il peut aller toutes les voir. Donc, c'est super contre-productif et ça, avec le temps, ça peut créer de la frustration parce que le chien comprend que là, c'est oui, 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 oui. Plus tard, ça va être non, 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 non. Donc, ça devient difficile pour l'animal de faire la part des choses. Donc, pour moi, une bonne socialisation, c'est pas juste d'avoir des situations agréables. On veut que ce soit pas négatif, mais ça peut être très neutre. J'apprenais à mes chiots, à mon chien tréma, j'allais dans des boutiques, puis tout ce que je faisais, c'est leur faire se coucher. Elle avait 3 mois et demi, puis je la faisais coucher, puis j'attendais qu'elle soit calme. Quand elle était calme, on pouvait continuer d'avancer, mais ce n'était que ça qu'elle faisait. Donc là, elle a compris que quand on va à des endroits, c'est la chose la plus plate au monde. Donc, elle rentre dans les endroits, puis elle est vraiment dans un état mental où est-ce que elle est neutre. Elle n'est pas excitée, super énervée parce qu'elle n'a pas appris qu'elle doit aller voir les gens pour avoir des récompenses. Elle n'a pas appris qu'elle doit aller voir des chiens pour entrer en contact avec eux et jouer. Elle a juste appris à être neutre dans l'environnement et à ignorer ce qui se passe autour d'elle. Donc, de faire ça puis d'être capable d'apprendre à notre chien à notre chiot, que c'est pas juste tout le temps vraiment incroyable, ça fait en sorte d'avoir des émotions qui sont plus stables avec le temps. Puis oui, il y a des situations qui sont vraiment incroyables. Elle va chez le vétérinaire pour ses vaccins. Ben oui, je vais avoir ses récompenses préférées, puis ça va être des moments qui sont vraiment géniaux. Par contre, avec le temps, c'est important de faire la part des choses dans ces situations-là, puis d'être capable d'avoir un chien qui revient à un niveau plus neutre dans ses émotions. Un autre point qui est important, c'est une récupération pardon, qui est rapide après l'expérience. Je reprends l'exemple d'aller dans une boutique pour animaux. Vous entrez là, et là, il y a la fameuse personne qui prend le chiot dans ses bras et se met à le cajoler vraiment intensément. Et là, vous remarquez que votre chiot est mal à l'aise. Mais c'est super important de s'assurer que tout de suite après la remise au sol du chiot, on s'assure que c'est vraiment agréable. Pourquoi? C'est qu'on ne veut pas le laisser dans cette situation-là qui pourrait le submerger rapidement, mais aussi c'est que ça fait en sorte de lui apprendre qu'on ne se sauve pas en courant de la situation en disant c'est fini, on sort de la boutique et tout. On va lui apprendre à remonter la pente et de faire la part des choses que oui, il s'est passé telle chose vraiment très désagréable. Par contre, le but, c'est un petit peu comme avec des enfants, c'est pas de les élever dans des bulles de verre, encore une fois, c'est de leur apprendre à se remettre de ces situations-là. Donc, on va créer de l'espace, on va donner de la récompense au sol, on va rester tranquille dans l'environnement et essayer de refaire une session qui peut être agréable avec ce chien-là. Par contre, si votre chien est terrorisé, prend plus la nourriture, veut grimper sur vous et se sauver en courant,
Là, vous devez faire la part des choses et retirer du milieu parce que dans cette situation-là, il a vécu quelque chose d'ultra stressant, mais peut-être que c'était aussi la plus belle journée de toute sa vie parce que, encore une fois, vous avez un chiot labrador chocolat qui était super excité de voir la personne et que pour lui, c'était un super beau moment. C'est correct, mais c'est important de refaire la part des choses et de le ramener dans une émotion plus neutre par la suite. Donc, ces critères-là servent à apprendre aux chiots à interpréter le monde comme un endroit prévisible. Si ce n'est pas prévisible, ben, c'est quand même sécuritaire. Donc, c'est pas des endroits qui sont tous dangereux et qui vont tout le temps risquer ma vie. C'est aussi important de lui apprendre que c'est des environnements qui vont être compréhensibles. Donc, il y a une possibilité de comprendre ce qui se passe dans l'environnement, mais que c'est gérable pour lui parce que vous êtes là aussi avec vous. OK? Donc, ce qu'on n'apprend pas souvent aux chiens, c'est la possibilité de se retirer. Euh, alors que le fait de se retirer, si c'est un signal clair et que l'autre individu comprend que le fait de se retirer veut dire je veux pas de contact ou j'aimerais que ça cesse, bien, on évite directement l'agression. Parce que généralement, dépendamment du contexte de l'individu et de ses expériences, le fait de fuir va être la première étape avant de devoir se rendre à une séquence d'agression. Donc, de lui apprendre à fuir des situations qui n'est pas bien, c'est de lui offrir cette porte de sortie-là pour gagner plus de temps avant de risquer d'arriver à l'agression. Maintenant, en- comment on applique ça dans le quotidien? Une bonne socialisation va être selon certains critères, OK? Donc, je suis pas pour nécessairement des documents tout faits avec des checklists à faire, mais il y a certains principes qui, pour moi, sont non négociables. Premièrement, des contacts sociaux de qualité. OK? Donc, le chiot vit des interactions choisies, c'est-à-dire que vous décidez des contacts avec les congénères avec lesquels il va entrer en contact. Par exemple, qui vont lui permettre de construire des compétences sociales, pas juste de jouer constamment. Oui, c'est important qu'il joue, OK? Ça fait partie des comportements puis du développement et tout. On veut, si c'est un chien très joueur, on veut le faire jouer avec des congénères, mais on veut lui apprendre que ce n'est pas que ça. C'est pas vrai que d'arriver toujours dans des situations qui vont le faire jouer, 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 vont faire en sorte qu'il va développer des bons comportements et un bon langage. De l'apporter chez un de vos amis qui a un chien de 5 ans, équilibré, mais qui ne joue pas, puis qui, par exemple, peut avoir certains comportements un peu plus je veux dire grognon. Donc, par exemple, de grogner si le chiot met ses pattes dessus, pourrait figer dans certaines situations, peut-être même montrer les dents, mais que vous savez qu'il escaladera pas vraiment hors de contrôle, c'est aussi une très belle façon de lui faire comprendre que c'est pas tous les chiens qui vont jouer avec toi, que tu dois te retirer dans certaines situations et que les autres chiens qui font des comportements qui demandent la création de distance n'est pas un appel à la bagarre, mais simplement de la communication saine qui demande la création de distance entre les individus. On veut aussi prévenir les problèmes futurs, donc par exemple au niveau de la solitude, des manipulations, les rencontres entre chiens ou avec les humains, protection de ressources, les sorties en ville, OK? Donc, ce que je dis souvent à mes clients, c'est de regarder pas présentement ce qu'ils ont envie de faire avec le chiot, mais regarder c'est quoi leur vie. C'est quoi les environnements dans lesquels vous allez aller. Qu'est-ce que vous voudriez faire avec votre chien plus tard et que vous aimeriez que ça se passe bien. Si les gens me disent, nous, on marche en ville à tous les jours, ben c'est sûr que des stimulations de la ville, au départ, dans la socialisation, vont être importantes à considérer parce qu'on ne veut pas un chien qui a peur des voitures, on ne veut pas un chien qui les pourchasse non plus, on veut un chien qui est capable de continuer de prendre des marches dans des environnements très stimulants. Donc, dans cette situation-là, ça pourrait être une priorité. Ensuite, la socialisation, c'est aussi une hygiène de vie. Donc, votre chiot ne doit pas être surstimulé pendant la période de socialisation. Il doit avoir un sommeil qui est adéquat, pouvoir être un chiot, donc être capable de passer des journées ou des avant-midi ou des après-midi où il ne peut que dormir, jouer et manger et que vous allez, par exemple, le sortir à l'extérieur pour faire ses besoins sans nécessairement avoir un horaire de président dès son arrivée dans sa nouvelle famille, grandir et se développer en liberté. Et là, je vais mettre beaucoup d'emphase là-dessus. On a un cours sur notre plateforme de cours en ligne qui parle de l'exercice physique chez les chiots. Bon, je suis très biaisée, j'ai fait le cours, mais je pense que c'est un très bel ajout si vous êtes intervenant en comportement canin, si vous êtes un propriétaire qui se questionnait sur l'activité physique, que vous avez un chien de grande race, vous vous êtes fait recommander le fameux 15 minutes par mois d'âge. Si vous êtes un professionnel du domaine
animal ou même si vous êtes éleveur, c'est une conférence à ne pas rater. On veut aussi l'habituer graduellement à la nouveauté parce que le monde est rempli de choses nouvelles, même que des fois, nous, on doit s'adapter. Donc, c'est important de lui apprendre à être capable de s'adapter à certaines situations qui pourraient changer. Pardon, construire sa résilience au stress et à la frustration. OK? Donc, lui apprendre à rebondir face à certaines situations. Par exemple, vous avez un chiot, il voudrait donc bien aller jouer avec le chiot du voisin, mais dans telle situation, c'est pas possible parce que c'est des clôtures. Donc, est-ce qu'on veut lui apprendre que, bon, tu jappes, tu aboies, on vous fait jouer ensemble et là, c'est mieux? Mais en fait, dans cette situation-là, on ne lui apprendrait pas à rebondir de cette situation-là. On serait en train de lui apprendre que ben, quand tu te désorganises complètement et que tu es très frustré, tu vas avoir contact avec l'autre chien. Alors que ce qu'on veut, c'est totalement le contraire. Donc, l'important ici serait de lui apprendre à revenir et de se remettre de ces situations-là en développant, en faisant de la gestion d'environnement, en développant certains acquis et ainsi de suite. On veut de la variété avec modération. Le but, encore une fois, n'est pas de lui faire voir le tour du monde pendant sa période de socialisation. On veut alterner entre des nouvelles expériences, des situations faciles qu'il connaît et qu'il maîtrise et que vous savez que dans son langage corporel, il aime, et des journées de repos. OK? Parce que les journées de repos sont essentielles à la consolidation neuronale, c'est-à-dire que quand les chiens, puis même chose pour nous, hein, une bonne nuit de sommeil, on le dit souvent, c'est la même chose pour les chiens, ils vont être capables de faire des liens pendant leur sommeil. Donc, dans certaines situations, ce que je vais recommander à mes clients, c'est vraiment de faire une journée sur deux de nouvelles situations. Donc, par exemple, le lundi, ils ont du temps pour faire de la socialisation. Le mardi, on prend une pause, on fait une sortie en liberté, on travaille le rappel. Le mercredi, on pourrait ajouter une nouvelle chose ou faire la même chose que le lundi, mais en étant un petit peu plus difficile. OK? Donc, de vraiment s'assurer de laisser passer certaines nuits, certaines journées où votre chien ne fait qu'être un chien et de ne pas juste faire une espèce de camp de vacances de socialisation. On veut aussi des associations émotionnelles positives, donc créer des réponses positives, calmes et sécuritaires face à la nouveauté. Donc, on veut que vous soyez présent pour votre chien. Est-ce que de le laisser s'organiser tout seul va l'aider? Pas du tout. Ça va juste créer encore plus d'instabilité pour lui. C'est un peu comme chez l'humain. Il y a plusieurs études qui ont été faites par le passé puis des études relativement récentes, là, si je ne me trompe pas, c'est 2008 ou 2020. Je me trompe toujours entre deux études, mais qui démontrent un petit peu le même concept que le lien d'attachement chez l'humain et que le fait que, en fait, avec les bébés humains, et que le fait que la figure d'attachement est là, ben, ça va vraiment aider. Bon, voilà. C'est la prochaine étape, aider au lien sécurisant. Donc, avant même de penser à sortir, vivre des expériences, OK? L'étude dont je vous parlais était 2003. C'est la Strange Situation, qui est une expérience structurée qui a été conçue pardon, par une chercheure qui voulait évaluer le lien d'attachement entre un enfant 12 à 18 mois sur l'étude que ça a été fait et sa figure parentale. OK? Donc, ça, c'est l'étude qui a été faite chez les humains. OK? Donc, c'était le principe d'observer comment l'enfant réagissait quand il était confronté à une petite insécurité, puis comment il utilisait le parent pour se réconforter. Jadis, donc dans cette expérience-là, ce qu'il pouvait faire, par exemple, comme légère insécurité, qui je trouve pour un enfant de 12 à 18 mois est quand même une insécurité élevée, qui pouvait laisser, par exemple, l'enfant dans une pièce et là, avec un inconnu et la figure d'attachement sortait. Et là, par exemple, ça pouvait être un inconnu, mais masqué et laisser l'enfant dans ces situations-là. Ce qu'il voulait regarder, c'était comment l'enfant réagissait dans la situation et aussi comment par la suite, il s'en sortait de cette situation-là. Donc, je trouvais que c'était, encore une fois, quand même peu légère insécurité. De mon côté, moi, ça m'a soulevé beaucoup plus de stress que ça. Mais ils ont fait inspirer de la version d'humaine de la Strange Situation qui a été adaptée chez les chiens en 1998 et en 2003 et en 2008. Donc, je n'étais pas complètement dans le champ avec mon 2008 afin d'évaluer la qualité du lien d'attachement entre le chien et son humain. Ils voulaient voir si on pouvait reproduire cette situation-là, donc la Strange Situation, entre le chien et l'humain versus entre l'humain et l'humain. OK? Donc, l'objectif était quand même le même, observer comment il utilisait son humain comme base de sécurité ou de référence quand il était confronté à une incertitude.
Ce qu'ils se sont rendus compte, c'était que les chiens étaient capables d'attachement interespèces, donc avec leur humain, similaire au modèle enfant-parent. Ce qui est à dire, mon but n'est pas de faire d'anthropomorphisme du tout, c'est simplement de dire que le chien pouvait apprendre à se fier sur un humain présent dans la pièce pour figure d'attachement, un petit peu comme figure de sécurité, son filet de sécurité. Donc, je vis une émotion stressante, je peux me référer à cet humain-là que je connais. OK? Je ne suis pas en train de dire qu'on est comme des mères pour eux, mais simplement une figure, quelque chose de sécurisant pour eux, et ça, c'est non négligeable. Ils vont, les chiens vont être capables d'utiliser l'humain comme base de sécurité. Et dans le fond, quand ils montraient une détresse, on a remarqué qu'il y avait une détresse significativement plus élevée dans les situations euh, où l'humain quittait, quand l'humain n'était pas leur figure d'attachement. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, aujourd'hui, je vais chercher un chiot dans un refuge et que je fais la même situation, l'animal vivait beaucoup plus de stress parce que la personne n'était pas sa figure d'attachement et l'autre situation stressante non plus, mais qu'ils reprenaient l'exploration plus vite après s'être fait rassurer de la part de leur humain d'attachement qu'après l'interaction avec un étranger. Donc, la même situation. Moi, je suis la figure d'attachement de mon chien. Je vis une situation stressante avec lui. Mon chien revient plus rapidement que si c'est un inconnu qui est là avec lui, même si l'inconnu tente de le rassurer. OK? Donc, c'est important, et ça, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années quand j'ai des shows en famille d'accueil, en entraînement avec mes clients ou pour moi. C'est vraiment de dire aux personnes et de le faire aussi avant de commencer à sortir votre chiot dans certaines situations, dans certains contextes. C'est ultra important de créer un lien avec ce chiot-là. Puis souvent, on se dit, ben là, j'ai adopté mon chien, par exemple, à 10 semaines d'âge, il faut que je me dépêche, il faut que je lui fasse faire, que je lui fasse voir le plus de choses possible. Mais à quoi sert de lui faire voir le plus de choses possible si on n'est pas un lien sécurisant pour lui? Si on n'est pas une figure d'attachement et s'il vit une situation stressante et qu'il n'est pas capable d'avoir un certain filet de sécurité, mais honnêtement, c'est assez contre-productif. Donc, vous êtes beaucoup mieux de passer peut-être les 3, 4 premiers jours à lui faire vivre moins de nouveautés parce que juste de plus être avec sa fratrie, de plus voir sa mère, de plus être dans l'environnement qu'il connaît depuis toujours, apprendre le fonctionnement d'une nouvelle maison, donc de se faire adopter par des Martiens totalement. euh, Bien, ça, c'est une grosse adaptation et c'est une nouveauté en soi. Donc, assurez-vous que ça se passe bien et que vous soyez justement son filet de sécurité. Donc, jusqu'à présent, ça va bien. On est relativement dans les temps. Et là, on va faire l'exercice rapidement ensemble. Donc, si vous avez votre chiot avec vous ou votre chien, vous pouvez le faire aussi. C'est un exercice qui est super simple à mettre en place dès maintenant. Euh, C'est un exercice que tous les chiots devraient apprendre. Et encore une fois, comme je vous ai dit, c'est super simple. C'est simplement de lui apprendre le mot cherche sur commande. Mais là, mon but, c'est de vous expliquer pourquoi est-ce que c'est autant utile dans une situation de socialisation. Premièrement, dans un environnement calme, sans autres animaux. OK, ça, c'est super important parce qu'on ne veut pas avoir l'espèce d'effet de compétition, protection de ressources ou de se faire complètement voler son renforçateur par les autres. On va tenir notre chien, notre chiot en laisse au départ et tout ce qu'on va faire, c'est prendre quelques morceaux de sa nourriture ou de sa récompense qu'il adore et on va dire cherche en premier. Ensuite, on va mettre une petite quantité de nourriture au sol et le laisser manger. Ce qui va se passer, puis pourquoi je le fais dans cet ordre-là, et l'ordre ici est important, de dire cherche, attendre, mais les 1, mais les 2, et là de donner la récompense au sol, eh bien, c'est que ça va lui permettre de comprendre que le mot cherche dit qu'il va arriver quelque chose au sol. OK? Ensuite, on va augmenter les difficultés graduellement dans des environnements de plus en plus distrayants. Donc là, on le fait dans la maison, on le fait à l'extérieur dans le jardin, on le fait dans différentes pièces. Mais éventuellement, vous pourriez, pendant sa promenade quotidienne, dépendamment si vous le sortez en laisse ou en liberté, c'est sûr que c'est important au départ de le faire en laisse, on le garde proche de nous, on dit cherche, on met de la nourriture au sol. Au départ, ce qui peut arriver, puis là, je vais vous le montrer tout à l'heure, je vais le faire avec mon chien, c'est que avec un jeune chien, ils sont assez pâteaux. Parfois, ils ont de la difficulté à comprendre l'environnement. Donc, de juste prendre la nourriture et la déposer au sol, parfois, ils vont rien comprendre. Ils ont appris que la main donnait parfois des récompenses et que c'est vraiment appétant. Mais moi, je vais vous donner un petit truc que ça ici, c'est la tête de votre chien. Vous allez prendre des récompenses, les mettre au niveau de son museau et les déposer au sol. De cette façon, le chien va comprendre que cherche veut dire c'est par terre que ça se passe. OK?
En faisant ça à plusieurs reprises, quand vous allez dire cherche, vous allez remarquer votre chien, oh, il va se mettre à renifler le sol. Soit dit en passant, c'est très pratique si vous êtes des cuisiniers ou cuisinières comme moi qui en mettez partout quand vous faites de la cuisine. On dit cherche et ça ramasse un peu tout dans la maison. C'est génial. Mais le but étant de lui apprendre à mettre son nez au sol quand on dépose la nourriture. Ce qui peut être ultra pratique pardon, dans un contexte de socialisation parce que le chiot, s'il y a quelque chose d'ultra stressant que vous voyez, par exemple, d'une certaine distance qui s'en vient vers vous, à une certaine distance critique, vous pourriez tout simplement mettre la nourriture au niveau du museau de votre chien, vous éloigner un petit peu et dire cherche. De cette façon-là, ce qui s'est passé dans l'apprentissage, dans la séquence, c'est que votre chiot voit quelque chose d'un peu stressant. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça s'en vient vers moi, je deviens un petit peu anxieux. L'humain m'aide en me prenant par la main pour sortir de cette situation-là. On ne quitte pas à 100%, on fait juste s'éloigner un petit peu et le chien vient chercher dans l'environnement. Pourquoi on met autant d'emphase sur le fait de chercher dans l'environnement? C'est que pendant que votre chien est en train de renifler au sol, ça vient faire l'effet de chercher, de renifler plusieurs répétitions. Puis si vous avez assisté à la conférence sur le mentoring hier, je pense que c'était hier ou en tout cas dans les derniers jours, vous avez sûrement entendu parler de ça, mais ça va venir diminuer sa fréquence cardiaque. Parce que là, le chien est en train de chercher et cette respiration-là, le fait de fouiller avec sa truffe, va vraiment faire en sorte de diminuer sa fréquence cardiaque, donc diminuer le stress. C'est un petit truc super facile à faire sur le coup. Mais aussi, ce que j'aime faire, c'est que ça fait en sorte que le chien est redirigé, oui, dans l'environnement, donc il s'est éloigné par défaut, mais ça ne dépend pas de l'humain à 100%. Vous n'êtes pas là à devoir le nourrir dans sa bouche rapidement pour ne pas qu'il regarde derrière. C'est un comportement ultra naturel pour un chien de fouiller au sol. Et aussi, ça fait en sorte que le chien, si par exemple c'est un autre chien à une certaine distance, vous êtes avec votre chiot, vous croisez un chien réactif. Et là, vous l'entendez, le chien réactif. Il aboie sur votre chien, dans sa direction, wouf, wouf, wouf. Et là, par exemple, vous remarquez que votre chiot devient un petit peu inquiet. On s'éloigne, nourriture au sol, le chien cherche. Eh bien, pendant qu'il est en train de chercher, il prend les odeurs. Donc, prendre les odeurs veut aussi savoir que le chien est encore là. Il est encore là, le chien, puis ça se passe encore, mais je suis en sécurité. Ma vie n'est pas en danger. Je suis capable de manger au sol, de rechercher de la nourriture. Et ça peut vous indiquer un niveau de bien-être et un niveau d'aisance de votre chiot. Parce que si votre chiot est trop stressé, il n'apprendra pas la nourriture. Donc là, on aurait deux choix. S'éloigner ou simplement et recommencer l'exercice ou simplement le prendre dans vos bras, quitter complètement la situation et revoir, par exemple, par la suite, quand la distraction est passée, revenir avec lui. Mais dans ces situations-là, c'est vraiment super. Et pour moi, c'est ce que j'appelle une socialisation passive. Donc, de simplement arriver à quelque part de nouveau, au lieu d'avoir un chien complètement déboussolé, les odeurs, les gens, tous les stimuli visuels, débarque de la voiture, votre chien vous donne un contact visuel, cherche, on met de la nourriture au sol. Votre chien vous regarde à nouveau en voulant dire, c'est donc bien génial, je t'ai regardé et par magie, la nourriture est apparue au sol. Donc, le chien, ce qui va se passer au fil du temps, c'est que quand vous allez l'apporter dans un nouvel environnement pour commencer ses entraînements, bien, il va avoir tendance à être engagé envers vous beaucoup plus rapidement qu'un chien qu'on fait simplement débarquer de la voiture et là, on commence à faire la socialisation parce qu'ensuite, on va dire, ben, il prend même pas la nourriture. Ben, il n'a pas été réchauffé juste avant. Il ne sait pas ce qui se passe. Il n'a pas appris de routine nécessairement qu'on débarque de la voiture, je cherche la nourriture au sol, c'est calme, on peut commencer la socialisation comme telle et ainsi de suite. Donc, à faire dès que vous arrivez dans un nouvel environnement avec le chiot. Je le fais encore avec mes chiens. J'arrive à quelque part dans un environnement où est-ce qu'il y a beaucoup de stimulation, ou par exemple, s'il faut que j'aille les peser, ou chez le vétérinaire, dans la boutique pour animaux, bref, dès que j'arrive à un nouvel environnement avec eux qui vont devoir interagir avec l'environnement, on débarque de la voiture, je les fais chercher au sol jusqu'à ce que, automatiquement, quand ils ont terminé de manger, ils me regardent en voulant dire, OK, là, on fait quoi? Donc là, je sais que s'ils sont capables de faire fi de l'environnement, ils sont capables de me regarder et qu'on va être capable d'arriver à quelque chose. Autrement, je risque d'avoir un chien qui n'est pas là du tout et qui n'est pas capable nécessairement de prendre la nourriture. Et s'il n'est pas capable de prendre la nourriture, s'il vit une situation stressante, je ne serai pas capable d'en faire d'entraînement, de la gestion ou simplement de l'éloigner. Contre-conditionnement, par exemple. Un autre point qui est important ici à considérer quand on fait cet exercice-là, surtout avec un jeune chien, je vous conseille de le faire avec des morceaux de nourriture qui sont un petit peu plus gros ou qui font du bruit quand vous les déposez au sol, parce que ce bruit-là, c'est ce que j'appelle le fameux bruit du sac de chips. Donc, le chien le sait, l'espèce de bruit de croquette qui tombe au sol, que ça prédit de la nourriture qui tombe au sol. Donc, c'est un apprentissage qui est beaucoup plus rapide. Si vous le faites sur un tapis ou une surface plus molle, souvent, le bruit va être plus tu, donc ça va être difficile pour lui de
comprendre, surtout si l'herbe est haute ou si vous êtes au Québec avec la belle neige que nous avons, ça devient plus difficile pour lui de fouiller dans l'environnement. OK? Euh, donc, je vais fermer la caméra 2 petites secondes, aller chercher mon chien et je vous montre l'exercice en l'adaptant à un chiot. Mon chien, présentement, connaît cet exercice-là, donc ça va être très rapide. Vous allez très peu voir la nourriture au sol, mais je veux vraiment que vous remarquiez l'intérêt de mon chien quand je dis le mot cherche. OK? Donc, je fais pause, je place l'environnement et je vous montre la vidéo à l'instant. Je vais faire un petit retour par la suite pour en discuter avec vous. Donc, vous êtes maintenant sur mon plancher. Je vais faire l'exercice avec Grizzly qui est juste ici. Et pour les besoins de la cause, il ne sera pas en laisse parce qu'en laisse, il va avoir très peu. J'ai appris à ne pas porter attention à ce qui se passe autour, donc je ne suis pas certaine qu'on va avoir le comportement souhaité. Donc, pour les besoins de la cause, présentement, il va être en liberté dans la maison et j'ai des petites récompenses très odorantes aux poissons qui vont faire du bruit au sol, mais je ne sais pas si vous allez les entendre dans le contexte actuel. Donc, je vous montre ça à l'instant et je réponds à vos questions par la suite en vous expliquant plus en détail. Cherche, 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 cherche. Donc, j'ai la chienne de Delphine qui cherchait avec moi. C'est super. Je pense que vous avez remarqué que Grizzly était très prêt à être entraîné. C'est un chien qui adore travailler et qui, malheureusement, j'avais sous-estimé le pouvoir des récompenses dans mes poches. Donc, il était très prêt à chercher, peu importe ce que je lui aurais demandé, il aurait vendu son âme au diable pour moi. En fait, c'est pas pour moi du tout, c'est pour les croquettes que j'avais dans les poches. Euh, donc, voilà. Je vais juste faire un petit retour rapide sur l'exercice que j'ai fait avec lui. C'est sûr qu'au départ, je disais, pardon, cherche, je laissais un délai pour voir s'il allait commencer à fouiner au sol. Au départ, c'était très biaisé. Donc, dès que je disais cherche, il se couchait, il essayait plein de comportements qu'il connaissait. Votre chiot, ça ne va pas nécessairement ressembler à ça parce qu'il connaît très peu le contexte d'entraînement, hein. C'est un nouvel être vivant. Mais il pourrait simplement rien comprendre. OK? Je ne sais pas si vous avez remarqué, après 3, 4, 5 fois, je ne me rappelle plus exactement à quelle répétition, mais j'ai dit cherche, je me déplaçais doucement dans l'environnement et automatiquement, il est retourné à la place d'avant, fouiller au sol, essayer de trouver s'il n'en avait pas oublié une. Et l'autre fois, quand je me déplaçais en marchant, il y avait une graine au sol parce que, bon, j'ai une maison multichienne, donc il y a des graines au sol parfois. Et il est allé la voir automatiquement parce qu'il pensait que c'était la nourriture. Donc, cette curiosité-là, au fil du temps, dans les environnements, avec un chien qui apprend le mot cherche, vous allez remarquer ça va se passer très rapidement. Donc, on va dire le mot cherche et automatiquement, il va se mettre à marcher et chercher dans l'environnement. Et c'est un peu ça qu'on veut. Ce qui est important de faire attention ici, c'est de pas toujours, en fait, ne pas l'utiliser juste pour distraire le chien de situations réelles qui se passent dans la vraie vie. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ben, c'est d'avoir un chien qui vous fait plus confiance. Donc, vous dites cherche, mais c'est parce qu'il se passe quelque chose d'ultra génial là-bas, puis toi, tu me donnes une poignée de croquettes au sol. Donc, on pourrait avoir un chien qui devient en conflit, motivation, et c'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment important de le faire parfois pour absolument rien. C'est pas dans le but de faire éviter de voir quelque chose, de lui mentir et de cacher son environnement. Dans certaines situations, on va l'utiliser vraiment pour avoir un chien qui est beaucoup plus motivé. Je vous l'expliquais tantôt. Moi, j'utilise avec mes chiens quand je débarque de la voiture. Grizzly, c'est un chien qui a un passé de chien très réactif aux humains et aux autres chiens. Maintenant, ça va très bien. Il est très motivant d'entraînement, comme vous avez vu. Donc, quand j'arrive dans un environnement, il est attaché en laisse, débarque de la voiture ou sort à l'extérieur et tout de suite, je lui dis cherche. Donc, vous voyez que c'est pas très long, qu'il est prêt à l'entraînement et que là,
il veut me donner plein de comportements pour qu'on puisse y commencer. Mais c'est un peu ça qu'on veut. On veut un chien qui comprend les contextes et qui sait que, OK, là, c'est entre toi et moi que ça se passe. Donc, oui, il va y avoir plein de choses dans l'environnement, mais mon humain est là et je sais que je vais pouvoir être entraînée potentiellement. OK? Donc, je réponds à vos questions sous peu. Je vais juste terminer avec ça ici. Donc, pourquoi on se penche dès maintenant sur une socialisation adéquate et pourquoi on ne continue pas de faire tout ce qu'on faisait par le passé dans certaines situations? Donc, mais parce que ça va prévenir des problèmes complexes, OK? Une socialisation inadéquate ou même dans certaines situations, une socialisation pas faite, ça va potentiellement créer des problématiques de comportement beaucoup plus graves. C'est-à-dire avoir un chien qui, par exemple, est réactif envers les congénères, qui, par exemple, devient frustré. Donc, réactivité par frustration parce qu'il voudrait jouer avec tout le monde, voudrait jouer avec les autres chiens. Ça fait des promenades qui sont très désagréables ou très épeurantes pour votre chien parce qu'il n'a pas appris à rebondir de certaines situations. Une socialisation adéquate peut aussi éviter les comportements agressifs parce que le chien comprend comment se retirer des situations et comprend que ce n'est pas que par l'agression qu'il peut y avoir accès à son espace personnel. Il peut aussi avoir accès en se retirant ou simplement en revenant voir son humain. Euh, un peu comme avec les humains. OK? Le but n'est pas simplement d'apprendre à nos humains à vivre dans le monde, mais être capable d'aller chercher l'aide nécessaire. C'est ça qu'on veut. De ne pas craindre que chaque sortie avec votre chien, une fois adulte, notre but est de passer les 15 prochaines années dans un contexte agréable avec lui. Ce n'est pas en regrettant tout ce qu'on a fait ou pas fait, malheureusement, que ça va être agréable, ni pour vous, ni pour lui. Imaginez si le seul moment que votre chien a dans sa journée, c'est sa sortie avec vous de, par exemple, 1 heure à l'extérieur, mais que pendant cette sortie-là, il est tétanisé parce qu'il a peur de tout, bien, ça devient vraiment excessivement difficile pour lui dans son quotidien, mais aussi sur son contexte de mode survie constant. Bien, c'est pas bon pour sa santé psychologique ni sa santé physique. Vous avez vu, si vous avez été présent à nos dernières conférences, les fameuses roues de fortune. Donc, aujourd'hui, vous avez aussi la roue du jour qui est sur les cours pour vous aider avec la socialisation de votre chien. Donc, maternelle et socialisation pour les chiots. La trousse qui, d'ailleurs, je vais faire un gagnant très bientôt, pour la trousse complète. Donc, avoir un accès à cette trousse-là, c'est des cours d'une valeur de plus de 1 000 $, donc plus de 600 €. Le cours aussi, les chiots peuvent bouger beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc, le cours que j'ai fait pour vous aider avec l'activité physique chez votre chiot, que ce soit si vous avez des questionnements pour votre chien, votre chiot, vos futurs chiots, ou si vous êtes un professionnel du domaine animal, ben, c'est quoi les nouvelles recommandations? OK? Aussi, si vous avez un chien très distrait, ou si vous avez un chien de race, de travail, par exemple, donc malinois, border collie, chien de chasse, qui ont tendance à parfois être très distraits dans l'environnement, par l'environnement, on pourrait se pencher sur le cours Focus et Fondation pour avoir un chien à l'écoute. C'est un cours qui est mais quand même beaucoup d'emphase sur l'obéissance, mais de l'obéissance en lien avec le focus justement de votre chien, son engagement, comment avoir un chien qui, ce que j'aime bien dire, c'est que vous êtes là quand vous l'entraînez. Donc, vous pouvez scanner la roue juste ici, ou sinon, je sais qu'elle va être incluse là, dans votre prochaine infolettre pour pouvoir avoir accès à tous ces cours-là jusqu'à 70% d'économie. Donc, je vais rapidement maintenant faire tirer la personne, le tirage, pardon, pour que la personne gagnante remporte la trousse, son accès à la trousse. Et, attendez un petit peu. OK, j'y suis. Donc, on a, bon, je sais pas, ben, j'imagine que c'est iPad de Marielle Lafrenière. Donc, Marielle, félicitations, vous avez remporté votre accès à la trousse pour Chiot. Donc, juste à nous écrire directement au info@commercial-evolutioncanine.ca pour récupérer votre prix. Donc, félicitations. Ensuite, je prends un petit moment pour vous parler de nos programmes certifiants pour professionnels, pour devenir professionnel ou pour pousser votre pratique plus loin. Donc, on a PPCC qui est un programme de perfectionnement en coaching canin. C'est pour vraiment, en tant qu'éducateur, solidifier des acquis, aider en termes de consultation, tenue de cours de groupe, des conférences avec en lien avec le marketing, l'optimisation de lancement d'entreprise spécialisé pour les éducateurs canins, mais c'est vraiment sur l'analyse du comportement appliqué et le coaching des clients.
Tandis qu'on a aussi ECP, qui est un programme pour devenir entraîneur canin, ou pour ceux qui le sont déjà, mais qui souhaitent mettre leur pratique à jour, c'est vraiment plus PPCC. Mais c'est vraiment des modules pour apprendre à donner des cours de groupe, donner des cours collectifs. Et c'est vraiment, vous avez dans les deux cas accès à toutes les mises à jour. Donc, c'est vraiment génial. C'est un très bon investissement. Si vous êtes intéressé, encore une fois, les dates des prochaines cohortes ne sont pas coulées dans le béton, donc c'est important de nous écrire au info à commercial. En fait, c'est demain de maître.ca. Donc, ici, je pense qu'il y a une erreur dans le courriel. Ensuite, les prochains événements en, en présentiel, pardon. Donc, on a l'école du chiot pour les gens qui sont au Québec, sinon les gens motivés à venir au Québec. L'école du chiot offerte par Simone Raffal les 7 et 8 février. J'aurai aussi la chance de donner une conférence dans le cadre de cette formation-là. C'est 2 jours de conférence sur pour avoir, dans le fond, plus d'assurance dans vos gestions de cas difficiles en termes de chiots, obtenir l'engagement des familles, donc être capable d'avoir des familles qui s'impliquent auprès des entraînements à mettre en place, analyser rapidement les profils de chaque chiot. Et ensuite, les 21 et 22 mars 2026, ça arrive très vite. Simone sera sur l'autre continent, donc en Belgique, pour donner une conférence, une formation, pardon, pratique sur le jeu en entraînement et son implication dans la modification comportementale. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire aussi directement. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions dans le chat concernant les chiots. Donc, je vais en prendre quelques-unes. Si je ne réponds pas à votre question, vous avez toujours la possibilité de nous les écrire par courriel et il me fera plaisir d'y répondre. Donc, je vais en prendre quelques-unes au hasard. Attention. OK. Euh, Lorsqu'on adopte un chien adulte dont on ignore tout du passé, donc de la socialisation, comment l'aider, bien, c'est sûr que dans ces situations-là, c'est vraiment plus de l'entraînement. C'est vraiment d'y aller au cas par cas selon quels sont ces signaux, parce qu'on ne peut plus faire de la socialisation. C'est pas simplement de l'apporter à un endroit et s'assurer que c'est agréable, parce que là, l'animal peut avoir des réactions intenses de peur dans lesquelles il va vraiment utiliser tout son passé pour remonter de cette peur-là. Donc, nous, le but, c'est vraiment ici de faire de l'entraînement. Donc, dans des cas où on a des chiens très, très craintifs qui démontrent des comportements potentiellement agressifs dans certaines situations, la meilleure chose pour les aider est vraiment de s'entourer d'éducateurs canins qualifiés et de passer au travers tout ça par le biais d'entraînement, potentiellement désensibilisation et ou contre-conditionnement. Si notre chiot frustré, par exemple, n'a pas accès à un chien pour jouer, on cherche à le ramener au calme. Est-ce que c'est bien ça? Cherche la friandise au sol, s'éloigner, mastication. Ça peut être une façon de faire, Mélanie, oui, tout à fait. Donc, de diminuer sa frustration en créant de la distance. Par contre, dans le moment présent, c'est ce qu'on peut faire. Mais ce que nous, ça nous sonne une cloche, c'est de savoir, bon, est-ce qu'il est comme ça avec tous les chiots? Est-ce qu'il est comme ça avec tous les chiens? Est-ce que c'est un certain profil de chien qui va vraiment capter son attention? Est-ce qu'il le fait dans toutes les situations ou parfois quand il est fatigué, il le fait moins? Si tel est le cas, puis on répond à certaines de ces questions-là, la meilleure chose à faire est de lui apprendre, premièrement, peut-être en présence de chiens plus calmes, à être calme, à faire des retours au calme, à aller, par exemple, si vous connaissez des gens qui ont des chiens, faire des entraînements, donc de garder par exemple votre chiot à proximité, l'autre chien, pardon, est couché beaucoup plus loin, calme. Donc le chien n'est pas en train de jouer à la balle et s'exciter, ce qui exciterait encore plus votre chiot, mais le chien est vraiment plus tranquille, couché, et là on lui apprend à détourner son attention, à justement faire des jeux de recherche au sol. Oui, la mastication, et ainsi de suite. Et quand on aura mis en place des situations dans lesquelles le chien gagne et comprend que, OK, c'est pas parce qu'il y a un autre chien que je joue nécessairement, bien, dans ces situations-là, on va être en mesure de mettre les choses en place pour éventuellement faire la même chose avec un chiot de son âge et pas toujours dans un contexte en liberté, hein, parce que avec des jeunes chiots, parfois les avoir en laisse peut grandement aider, mais ça dépend quand même de la situation. Bon, là, c'est plus des chiens adultes. Euh,
À propos du lien sécurisant, rassurance de l'humain, ça veut dire une simple présence rassurante ou une interaction. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est vraiment, c'est une bonne question, Hugues, c'est vraiment d'être capable de sécuriser le chien. Donc, dans cette situation-là, ça pourrait être, oui, d'entrer en contact avec lui, mais il y a certains chiens pour qui ça va être vraiment plus aversif. Tu sais, si je pense à certains chiens de type primitif, par exemple les Shiba, il ne faut pas les étiqueter, dans certaines situations, ça va être plus aversif pour eux, mais un chien qui aime le contact, juste de, par exemple, faire voir sa présence au niveau d'un contact physique et par la suite cesser, voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le chien revient vers nous et voit ça comme avoir tendu la main? Dans ces situations-là, c'est vraiment, ça peut être très, très, très rentable, mais autrement, juste la présence et parfois même de simplement leur parler peut être suffisant. C'est vraiment important de se fier à l'individu qu'on a devant nous. Donc, c'est pour ça que encore plus, c'est encore plus important de créer ce lien-là avec le chien avant de commencer à sortir. Pardon. Parce que dans ces situations-là, vous allez être en mesure de savoir qu'est-ce qu'il préfère. Donc, être retiré, être touché, pardon, ou simplement entrer en contact avec lui par la voix ou juste votre présence. Euh, super. Ah, Mireille avait une question concernant l'exercice. Je me serais attendue à ce qu'on lance ou dépose d'abord les gâteries au sol avant de lancer le signal cherche. Est-ce que ça pose un problème? En fait, ici, ce qu'on veut, c'est de créer une réponse émotionnelle, mais un conditionnement classique entre la demande et la chose qui arrive. C'est Pavlov, OK? Sauf que moi, au lieu d'être la cloche et donner le repas de l'animal, ce que je fais, c'est que je dis cherche et ensuite, pouf, la nourriture apparaît. Donc, ce qui se passe dans cette situation-là, le chien va comprendre que A prédit B. OK? Ce qui se passe avant prédit la nourriture au sol. Un peu comme je prends la laisse, ça veut dire qu'on va se promener. OK? Donc, on ne peut pas aller se promener et ensuite sortir la laisse. Peut-être que certains chiens feraient le lien que ça prédit, mais au fil du temps, ça serait beaucoup plus long. Moi, ce que je veux, c'est vraiment le chien comprend que ceci produit cela. Donc, tu n'as rien à faire. C'est du conditionnement classique, pur et simple. Si je dis cherche, pouf, il va y avoir de la nourriture au sol. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que. Si je dis ça, ça apparaît. OK? Donc, c'est comme une promesse que ça va arriver dans l'environnement. Donc, c'est pour ça aussi que je laisse un petit moment. Je dis cherche, mais les un, mais les deux, nourriture au sol. Et pour gagner ce temps-là, si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à, par exemple, dire le mot avec la main dans la pochette à récompense ou en faisant euh, dire la chose et ensuite le faire au même moment, ce qui peut grandement vous aider, c'est d'avoir vos mains dans votre dos et de dire cherche. Et là, le délai est d'aller chercher la récompense dans la pochette avant de la mettre au sol. Ça, c'est un très bon truc. Donc, je vais prendre une dernière question. Euh, Bon, je vais en prendre deux. Donc, on avait Hugues qui disait, est-ce que cet exercice cherche nourriture au sol, mais évoque la technique appliquée lorsque le chien est réactif au congénère? Un mot pour détourner l'attention et nourriture au sol, rappel, détournement. Définitivement, c'est le même principe. Par contre, en l'apprenant très jeune à un chien, on va être capable de développer cet outil-là avant de devoir le faire avec un chien réactif. OK? Donc, si le chien comprend que ça ici, c'est l'entraînement d'une porte de sortie, ben, avec un chien réactif, ça va juste être de plus en plus facile, puis dire cherche, s'en aller, mettre des nourritures au sol et rétablir tout ça. Super. Donc, OK, la dernière question. Oups, je l'avais ici. La question de Mariana, quelle est la meilleure façon de présenter notre chiot avec un chien qui a du gaz, donc qui a beaucoup d'énergie? Euh, Personnellement, ce que je préfère, là, c'est sûr que ça dépend de plein de facteurs, OK? Est-ce que le chiot est un chiot qui est capable d'en prendre? Est-ce que le chien qui a beaucoup d'énergie est un très gros chien ou c'est un plus petit chien? Mais bref, dans tous les cas, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est de garder au départ aucun contact simplement parce que le chien qui a beaucoup plus d'énergie pourrait lui faire peur, pourrait foncer sur le chiot, créer des situations assez problématiques. Donc, dans un monde idéal, moi, j'aurais tendance à aller faire dépenser de l'énergie aux deux chiens. On peut peut-être commencer par le plus intense et après ça, on met les deux ensemble dans un contexte un peu plus liberté et tout, dans le contexte dans lequel le chien qui a beaucoup d'énergie peut bouger sans être confiné dans la maison. Une fois que ça c'est fait, on peut par exemple garder le plus gros des deux en laisse sans nécessairement créer trop de frustration. Donc, avec la nourriture, des exercices de retour au calme, des comportements comme coucher, chercher la nourriture au sol, parfois la mastication si on n'a pas d'enjeu de protection de ressources dans cette situation-là.
Et par la suite, de vraiment s'assurer d'avoir un contact, mais des contacts qui sont courts, de courte durée, dans lesquels on peut, par exemple, faire des rotations. Donc, le chiot mastique en cage, le chien est en liberté. Ensuite, on fait l'inverse où on en met un à l'extérieur, un à l'intérieur, juste pour qu'ils apprennent à cohabiter sans jouer et entrer toujours en interaction parce que c'est important de mettre certains stops. Il faut se dire que si votre chien présentement joue 24 heures par jour avec votre chiot, plus tard, quand vous allez avoir deux chiens adultes, ça risque d'être complètement disjoncté dans la maison parce que pour eux, c'est ça qu'ils ont appris. On joue. On est ensemble, on joue. Mais c'est pas la réalité. Présentement, moi, comment je ferais pour vous donner une conférence, si mes chiens jouaient ensemble 24 heures par jour, ça serait terrible. Donc, c'est important de mettre un certain cadre selon votre réalité. Voilà, donc on a eu de très belles questions. Encore une fois, félicitations aux personnes qui ont remporté la trousse. Félicitations aussi aux personnes qui ont participé au concours des jours passés. On se revoit demain à midi, heure du Québec, pour une autre conférence qui sera ma dernière sur la marche en laisse. Donc, si vous avez des questions entre-temps, écrivez-nous, ne vous gênez pas, ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Et n'oubliez pas d'aller tourner la roue pour courir la chance de remporter un autre code promotionnel allant jusqu'à 70% d'économie, ce qui est non négligeable. Donc, une très belle fin de journée à tous et merci d'avoir été là encore une fois. On se dit à demain!